Messieurs, bonsoir. C'est l'heure de la totale dimanche. Voici le sommaire. Bilan des mesures de restriction en 3 mois de pandémie du coronavirus, le regard d'un sociologue sur la posture de l'État et l'attitude de la population, confraternellement avec le rédacteur en chef du journal Vox Populi. Arona Dem sera sur ce plateau dans un instant. Point écho, le point également sur une économie mondiale sous Covid. Au Sénégal, la crise a brisé les ailes des agences de voyage à cause de la fermeture des frontières. Comment compte-t-elle redécoller? Dossier. Juste après, Mamadou Ndiaye recevra l'ingénieur polytechnicien Ibrahima John, président de la branche sénégalaise du Centre des jeunes dirigeants. Bouillon Culture, la bande dessinée, un retour vers un certain passé pour les nostalgiques que vous êtes. Mais saviez-vous que la célèbre BD existe au Sénégal? Oussama Monique Sagna nous replongera dans le monde du 9e art. Et puis nous prendrons la direction du Canada où nous attend le diplomate de la semaine. Moussa Diaw du mouvement Préférence Nationale nous dira comment la mort de George Floyd est vue du pays de Justin Trudeau. Nous évoquerons d'autres sujets avec lui. L'affaire George Floyd, justement, la rubrique Tranche de vie est consacrée à la lancinante question raciale et de la difficile intégration des Noirs dans la société américaine. Enfin, le reportage habituel sur le monde des animaux, le mouton face à la caméra d'ITV ce soir, la race Ladoum tout en noblesse, ne pensez surtout pas à la Tabaski. Bienvenue. C'est reparti donc pour la totale et dimanchement vôtre, nous faisons le bilan de 3 mois de gestion de la pandémie du Covid-19 au Sénégal entre état d'urgence, couvre-feu, mesures barrières et révolte des jeunes également, révolte nocturne et violente, le bilan s'impose et nous avons tendu donc le micro d'ITV à un sociologue qui analyse cette situation. Abdourahmane Ly signe le dossier. La situation est intenable. Intenable pour ces jeunes qui sont sortis dans les rues un peu partout à travers le Sénégal pour exiger la levée du couvre-feu. Une restriction des libertés imposée par la pandémie de coronavirus qui perturbe le mode de vie des Sénégalais. On vous empêche, pour des Sénégalais qui ont cette culture de la teranga, de rendre visite à des tiers et tels, donc ce qui ferait que ça perturbe terriblement. Ça, c'est un. L'autre aspect aussi, cette crise s'est accompagnée d'autres types de contraintes. Il y a eu des effets économiques. Les entreprises, même l'État, les gens ont été obligés de faire du dégraissage personnel. Ou des gens qui avaient des emplois stables sont retrouvés presque en chômage partiel. Donc, il fallait rester 1 mois, 2 mois, 3 mois sans revenu. Il faut sortir, vous avez besoin, la famille a besoin de quoi vivre. Malgré un peu cette prégnance, cette difficulté de la pandémie, il fallait cette réaction. Et donc finalement, ces émeutes ont été ce qu'on appelle une sorte d'exutoire. Ce n'est pas une réaction contre l'État, mais c'est plutôt contre un peu tout cet environnement, cette crise. Cela dit, l'État n'est pas exempt de reproches en croire l'analyse sociologique. Le boomerang de la communication est remis sur la table par Abdoulaye Biaye. Pour lui, l'approche répressive choisie par l'État du Sénégal pour faire respecter les mesures barrières n'est pas la bonne. Ou par moment, non seulement on vous arrête, on vous limite parce que vous êtes sorti, vous êtes allé quelque part. Deuxième chose aussi, quand dehors vous ne portez pas de masque par moment, moi j'ai trouvé une scène au niveau de marché Castor où des gens étaient alignés, arrêtés, embarqués et tel. Or, il fallait avoir une approche beaucoup plus pédagogique. Donc si on avait encore mis en place une approche beaucoup plus pédagogique, moins policière, où on sentirait moins la forte présence des préfets. J'aime bien les préfets, mais quand même cette crise, on a beaucoup plus besoin d'autres types de relais que les préfets qui sont au centre. Donc l'approche un peu de l'État, qui a une approche trop directive un peu, ajoutée à toute cette contrainte d'ordre économique, d'ordre politique, n'est-ce pas, d'ordre social, je pense qu'à un moment, a poussé un peu les gens à terre. Cette goutte de trop aurait poussé cette population jeune à la révolte. Une révolte sous forme de pression face à laquelle l'exécutif aurait cédé en réaménageant les horaires du couvre-feu. Notre sociologue reste mitigé dans son analyse.
On peut avoir la perception au quart moment que l'État a cédé à la pression, mais quand même, il y avait une préparation. L'État a essayé de préparer sa réaction. On a senti dans les communications du président, dans ses discours, qu'on tendait un peu vers ce qu'on appelle ce desserrement. Mais peut-être que c'est le moment qui a été mal choisi. Au moment où l'endémie d'émeute, on a senti rapidement libéré. Certains sont sortis même sans savoir pourquoi. Des Sénégalais qui ont donc envie de revenir à leurs vieilles habitudes. Mais pour Abdoulaye Biaye, l'option choisie par l'État du Sénégal de maintenir le couvre-feu de 23h à 5h du matin est une mise en garde à l'endroit des Sénégalais quant à la présence de la Covid-19 au Sénégal. Et comme d'habitude, nous recevons confrère Aaron Adem. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Populaire ou Vox Pop maintenant. Le gouvernement précise que les dernières mesures d'assouplissement ne sont pas liées à cette révolte, à ces manifestations parfois violentes des jeunes. Certains ne croient pas trop à cette version. Quelle est la réflexion que vous inspire ce sujet ? Disons qu'à juste raison, les gens ont raison de ne pas éviter, excusez-moi de la répétition, croire à cette explication du gouvernement, parce qu'on sait que depuis le 11 mai, il y avait un processus qui était en cours pour un peu desserrer les taux autour de ce couvre-feu et de cet état d'urgence. Malheureusement, la communication gouvernementale faisant défaut, l'information n'étant pas relayée par les bons relais au niveau de la communauté, forcément, il y a eu ce sentiment que, parce qu'il y a eu de la violence, parce qu'il y a eu de la pression, l'État a reculé, d'autant plus que la même chose s'était passée avec la réouverture des mosquées, des lieux de culte. C'est quand certains chefs religieux sont montés au créneau, que dans certaines villes, on a commencé à prier en faisant fi de ce que l'État avait décidé, que la mesure avait été assouplie, pour ne pas dire totalement levée, parce que si vous avez aujourd'hui dans les mosquées des quartiers dans la banlieue, vous constaterez que les mesures barrières, le port même du masque n'est absolument pas respecté. Peut-être dans les grandes agglomérations ou les grandes mosquées de certaines villes, on respecte ces mesures-là, mais tel n'est pas le cas dans beaucoup de quartiers à Dakar et à l'intérieur du pays. Et le constat, c'est qu'il y a eu quelques manifestations qui se sont succédées en 24 heures quand même. Parce qu'il y a vous eu semblez dire que le gouvernement n'a pas pu ou su anticiper. Ils n'ont certainement pas vu venir, parce qu'on aura constaté que ce qui s'est passé à Touba la veille de la grande manifestation nocturne du mardi a été un peu une surprise pour les autorités, puisque le dispositif de sécurité n'a été mis en place que le lendemain. Cela prouve quelque part qu'ils ont été pris au dépourvu. Alors, à qui la faute si les mesures barrières, parfois des plus élémentaires, n'ont pas été totalement respectées, en dépit des restrictions imposées par le gouvernement avant leur assouplissement? À qui la faute? À la population, de mon point de vue d'abord, parce que les gens n'ont pas suffisamment, à mon niveau, pris conscience du danger. Je pense aussi c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, la mauvaise communication du gouvernement. On a un ministère de la communication consent-plan, un ministère porte-parole du gouvernement. Alors quand les ministres communiquent, chacun va dans le sens qui l'arrange. Chaque ministre fait sa propre communication. Sauf que ici, sur ce sujet de la crise de cette pandémie, la communication gouvernementale est portée par le ministère de la Communication. Plutôt le ministère de la Santé. De la Santé, excusez-moi, le ministère de la Santé. Mais sur le terrain, chaque ministre, quand le ministre de la Santé fait une communication et que le lendemain vous entendez le ministre de l'Intérieur parler, vous avez comme l'impression que c'est totalement en déphasage les deux. Et quand le président de la République a un peu lâché la bride en quelque sorte le 11 mai, on a senti quand même que ça allait dans tous les sens au niveau des ministres. Chacun disait une chose et l'autre le contraire. Et finalement, la population ne s'y retrouvait plus. Et quand le message ne passe pas, la conséquence, c'est le doute qui s'installe. Et à un certain niveau, on a senti que les gens avaient comme l'impression qu'on ne leur disait pas la vérité, on ne leur disait pas tout sur ce virus-là. Et la conséquence immédiate a été le relâchement, parce qu'il faudra constater qu'au mois d'avril, les Sénégalais étaient de grands adeptes du port du masque. Dans les transports, on sentait que quand vous entrez dans un véhicule de transport en commun, puisque les reportages qu'on a eu à faire sur le terrain l'ont démontré, les gens dénonçaient ceux qui n'avaient pas de masque. Ils refusaient même qu'ils montent. Aujourd'hui, vous faites le même constat. C'est l'inverse. Plus personne ne se préoccupe de l'autre. Alors qu'à un moment donné, c'est les populations qui se sont appropriées la question en se disant qu'ils ne pouvaient pas cohabiter avec ceux qui ne respectaient pas les mesures. Mais aujourd'hui, la plus grande majorité des Dakarois, en tout cas, ne respectent plus ces mesures-là comme cela se doit, certainement parce qu'ils ont compris de travers le message du gouvernement.
L'argument selon lequel on en fait un peu trop au Sénégal est-il défendable? Je ne pense pas, parce que quand vous êtes en face d'un virus qu'on ne voit pas venir, qui peut contaminer tout le monde, puisque personne n'est à l'abri, et qui tue, parce qu'il faut aussi bien reconnaître que même si on nous dit que c'est les personnes qui ont des comorbidités, les personnes vulnérables, les vieilles personnes qui en décèdent, parce qu'elles ne sont pas prises en charge peut-être à temps, nos structures de santé ne sont pas en mesure, comme on a pu le constater ailleurs, de prendre un afflux important de malades. Et donc dire qu'on en fait trop, je ne pense pas. Je pense qu'on n'en a peut-être pas fait assez pour justement que les Sénégalais aient conscience du danger. Mais justement, vous parliez de la communication gouvernementale, mais il y a la communication au sein de la population. On a vu quand même, on a entendu même des experts de la question qui disent oui, on en fait un peu trop, il faut même laisser le virus circuler. Et cela veut dire qu'à l'échelle de chacun, comme à l'échelle de la collectivité, il n'y a pas eu d'harmonisation sur des questions essentielles, parce que la circulation du virus, ou plutôt les mesures barrières de restriction, c'est quand même un sujet qui est important. Si on en est là, c'est certainement parce qu'on n'a pas utilisé les relais communautaires dès le départ. La communication de masse qui aurait dû être mise en œuvre justement au sein de la population, au sein des relais, parce que dans chaque quartier de ce pays, il y a des gens qui sont des personnes qu'on écoute. Il y a au niveau des associations, des religieux, des imams, des curés, autres, il y a des gens qui sont bien écoutés par la population. On n'a pas utilisé ces relais-là. Si vous prenez les voix qui portent dans la musique, on a fait du folklore au lieu de faire de l'information. Chacun a sorti son single ou sa compilation pour dire je fais de la sensibilisation, alors qu'en réalité c'était pas ça. C'est peut-être aller sur le terrain et donner l'exemple. C'est pas ce qu'on a vu. Et quand la même situation se reproduit à tous les échelons de la communication globale qui devait être mise en place, il n'y a pas eu de communication communautaire vers une cible communautaire, vers la population elle-même. C'est la population des masses médias, en quelque sorte. On était sur des plateaux de radio, de télévision, dans la presse en général, pour parler et chaque expert donnait sa vérité. D'aucuns disaient qu'il faut laisser le virus circuler, comme vous l'avez si bien relevé. D'autres disaient que c'est envoyer à la mort toutes les vieilles personnes et les personnes vulnérables. Et ça crée une situation de confusion quand même, voilà, il faut le dire. Et oui. La population n'a pas perçu le message. Elle l'a perçu en quelque sorte selon l'effet inverse, que l'État ne savait pas où il mettait les pieds. Parce qu'au début, mars-avril, tout le monde savait dans quel sens on allait. Mais à partir de mai, finalement, c'est plus rien à comprendre, parce que l'économie, l'aspect économique, comme dans d'autres pays, aux États-Unis, au Brésil ou ailleurs, l'aspect économique a pris le relais sur l'aspect médical. Arona Dème, faut-il maintenir aujourd'hui l'état d'urgence et le couvre-feu ou pas? Je pense qu'il faut maintenir, parce qu'il faut quand même garder la main, essayer de contenir encore davantage cette situation qui est assez explosive, parce qu'on constate que malgré ce qu'en disent les autorités, et je donne l'exemple du ministre de la Santé qui un samedi est venu dire aux Sénégalais que Dakar est en train d'être perdu, la bataille de Dakar est en train d'être perdue, et le jeudi suivant qui vient nous dire que tout est sous contrôle. Vous voyez la contradiction du message, et je pense qu'il faut que l'État ait au moins un moyen de pouvoir demain, si ça explose dans tous les sens, avoir quelque chose sous la main pour pouvoir justement récupérer ce qui peut encore l'être. Parlons pour terminer de notre cuisine interne, je veux parler des médias. Quelles leçons la presse sénégalaise, comme au-delà, devrait tirer, mais vraiment, de cette pandémie? La première leçon en matière de travail, c'est peut-être la modernisation, d'aller un peu plus vers les nouvelles technologies pour justement qu'on puisse, on a vu que le travail à distance a fait son effet, mais ça s'est fait dans des conditions assez difficiles parfois. Je pense qu'on devrait être un peu plus moderne que ça. L'autre aspect, c'est de faire preuve d'un peu plus de responsabilité, parce que parfois il y a des attitudes qui frisent l'irresponsabilité au sein quand même des médias sénégalais, même si dans l'ensemble on aura noté que pour ce qui est de l'essentiel, les gens ont été assez responsables pour porter le message qu'il fallait, pour s'engager, parce qu'on a constaté que tous les organes de presse de ce pays, quand il s'agit de se mettre ensemble pour se battre, pour éradiquer ce virus-là, se sont mis dans la même ligne de départ que les autorités, que les chefs religieux et coutumiers. Et finalement, le message, à un moment donné, a porté le fruit qu'on recherchait. Mais par la suite, c'est allé dans tous les sens. Merci Arona Dème, rédacteur en chef du quotidien Vox Populi. Merci d'être venu à la Totale. Merci à vous. La suite.
Coin éco, l'économie mondiale sous Covid, des conséquences énormes, tout le monde en souffre, tous les secteurs ou presque d'activités économiques sont impactés. Le Sénégal n'est pas en reste, comme vous le savez, et nous avons choisi pour illustrer notre propos les agences de voyage qui sont vraiment affectées par cette crise. Comment comptent-elles relever la tête? C'est le dossier de Oumou Kalsoumba. La pandémie de Covid-19, une crise sanitaire avec des conséquences importantes sur l'économie, des secteurs comme le tourisme, notamment l'hôtellerie ou encore les transports aériens sont les plus touchés. Les agences de voyage sont restées des mois sans activité du fait des restrictions de déplacement, sans oublier la fermeture des frontières. C'est le cas de l'entreprise Al-Houda Voyage, une agence de voyage spécialisée dans le tourisme religieux. Nous organisons des ziyaras, des pèlerinages aux lieux saints et dans divers lieux de religion. On vit ça d'une façon un peu pénible quand même parce que c'est une perte sèche au niveau des agences de pèlerinage. Nous n'avons plus d'activité, tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt à l'heure actuelle. Donc, comme je peux le résumer d'entrée, c'est une perte sèche. Par exemple, si c'est les voyages de Ziyara à Fès, Laylatul Qadr ou Mawlud, c'est des packages de 725 000 ou 750 000, ou voire même 800 000. Si c'est le pèlerinage à la Mecque, c'est des packages, ça dépend, soit VIP, ça peut aller jusqu'à 5 millions, soit des packages ordinaires, ça peut s'étendre de 2 800 000, 2 650 000 jusqu'à 3 300 000. Donc, ce sont ces packages que nous utilisons. Mais à l'heure actuelle, rien ne peut se faire. Rien de tout est à l'arrêt et nous avons investi de l'argent déjà. La Ziyara à Fès annulée, idem pour la Umrah et le pèlerinage à la Mecque. Forcément, cette situation occasionne des pertes financières énormes pour les agences de voyage. Concernant les pèlerinages Ziyara au Maroc, comme pèlerinage, nous avons déjà investi de l'argent. Nous avions mis des quotas, des engagements et on avait déposé des cautions auprès de nos correspondants, nos partenaires. Et à l'heure actuelle, nous sommes sans sous pour résoudre nos propres problèmes. Il y en avait qui avaient déposé de l'argent, mais il y en a qui à l'heure actuelle, ont été remboursés, totalement d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui préfèrent attendre, soit le Mawlud, ou bien l'année prochaine pour le pèlerinage à la Mecque. Alors, quelles sont les stratégies mises en place pour combler les pertes de gains? Oui, pour combler le gap, ça va être... pour cette année-ci, c'est pas possible, c'est foutu. Mais combler le gap, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous faire sortir de la situation à l'heure actuelle, c'est de respecter les consignes sanitaires, d'attendre peut-être le mois d'octobre pour le Mawlud. Et je pense qu'avec cet effet, on va s'en sortir. Mais sinon, il n'y a pas de solution, si ce n'est que respecter les consignes sanitaires, évoluer vers des stratégies beaucoup plus saines sanitairement, et c'est tout. Parce que concernant le pèlerinage à la Mecque, ce n'est pas des investissements colossaux qu'il faut faire, c'est des investissements visés. Par exemple, on opte pour qu'on veut telle chose, on veut par exemple mettre ces pèlerins dans les conditions qu'il faut, et on opte pour ces critères-là et on investit par rapport à cela. Et on encadre ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a investi, et là, le reste, on s'en sort. On dit souvent en matière de business, il faut être flexible. Beaucoup de chefs d'entreprise ont profité de la crise sanitaire pour revoir leur modèle économique. Certains ont fait montre d'ingéniosité. Cependant, cette attitude n'est pas valable pour toutes les entreprises. Les agences de voyage ont les mains liées et attendent avec impatience la levée des restrictions de déplacement et l'ouverture des frontières aériennes.
L'heure de l'entretien est Éco avec Ibrahima Dione, ingénieur polytechnicien. Il évolue à la tête d'entreprises dans le secteur de l'énergie, notamment l'électricité. Il est aussi le président de la branche sénégalaise du Centre des jeunes dirigeants, CDJ, un secteur impacté positivement par la crise sanitaire. C'est tout l'intérêt de cet entretien entre Mamadou Ndiaye et son invité de ce soir. Bonsoir tous les deux. Bonsoir Mamoudou et plaisir de vous retrouver. Monsieur John, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Vous habitez en Angleterre, mais nous avons tous vécu donc la pandémie et les conséquences au plan économique. Mais beaucoup également aujourd'hui essaient de sortir un peu de cette situation parce qu'il ne faut pas simplement quand même s'accoutumer à cette pandémie. Il faut peut-être trouver des ressorts de s'en sortir. Au niveau justement du CJD, est-ce que vous avez élaboré un scénario de sortie de crise? Merci M. Ndiaye. Comme le dit Mamoudou, je suis Ibrahima Dione, je suis le président du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui est une association de chefs d'entreprise. 70, vous êtes? Au Sénégal, nous sommes à peu près 70 personnes et dans le monde, nous sommes plus de 5000 chefs d'entreprise. Nous sommes présents dans 17 pays. Comme vous le dites, nous avons vécu et nous sommes en train toujours de vivre une crise qui est sanitaire, mais qui est devenue une crise économique pour toutes les PME. Et aujourd'hui, d'après une étude qu'on a faite au niveau de notre association, on s'est rendu compte que plus de 70% des entreprises sont impactées. Ils ont une baisse du chiffre d'affaires de plus de 60%. Et parmi lesquels, il y en a plus de 30% qui sont carrément en cessation d'activité. Ça veut dire qu'ils ne font plus de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, les solutions qu'on a entrepris entre nous, c'est plutôt essayer de renforcer ses employés, que chaque entreprise, chaque employeur essaye de renforcer ses employés, de consolider les liens et de se préparer avec les nouveaux outils, avec les nouveaux ressources qu'on a, de se préparer à l'après-Covid. Ah, vous avez donc des réserves financières qui vous permettent sans doute de résister un peu aux secousses de cette crise? Non, en fait, ce n'est pas des réserves, parce que finalement, diriger une entreprise, ça consiste à trouver des solutions, oui, à faire face à cette crise. Donc, ce n'est pas des ressources financières, mais plutôt c'est des ressources managériales, un état d'esprit à avoir pour faire face à cette crise. C'est, comme je dis tantôt, renforcer ces personnels, trouver de nouveaux outils, que ce soit technologique, que ce soit managérial, et surtout changer la stratégie de management. d'entreprise. J'aimerais bien savoir si peut-être les jeunes, c'est vrai que cette situation elle est un peu morose, mais est-ce que les jeunes ont un mental très fort, n'est-ce pas, pour montrer justement des signes de résilience? Oui, on a vu, parce que nous aussi, au Sénégal et en Afrique, on est habitué à la résilience, quoi qu'on dise, parce qu'on vit dans un environnement qui n'a pas beaucoup de solutions en fait. On est obligé toujours de se réinventer. Donc, bien vrai que la crise a été quelque chose d'impréparé chez nous, mais on a su trouver pas mal de solutions pour faire face, pour ne pas être faillite. Aussi, il faut le dire, l'État a joué partiellement son rôle. Et le fait que l'État aujourd'hui, à travers ses branches comme la DPME, comme la PIS, assiste certains jeunes entrepreneurs, nous a fait un peu faciliter les choses. En vous réunissant assez souvent donc, pour faire face à la crise, sans doute vous avez pu au moins quand même réunir un certain nombre de signaux de lecture de la crise. Chez les jeunes dirigeants, a-t-on le sentiment qu'aujourd'hui, il y a des leçons qu'on peut tirer de cette crise? Et si oui, lesquelles? Oui, évidemment. Effectivement, il y a beaucoup de leçons à tirer parce que la crise, elle est d'abord sanitaire, elle est devenue économique, environnementale. La crise, c'est un rappel pour toute l'humanité. D'abord, on s'est rendu compte que les entreprises qui avaient une forte relation avec ses employés ont pu résister parce qu'ils ont fait face à la crise ensemble. Donc, cela nous pose la question comment on doit diriger l'entreprise. Au CJD, on a l'habitude de dire oser l'entreprise. On a une... Oser l'entreprise. Oser l'entreprise. Et quand on dit oser l'entreprise, c'est oser diriger autrement l'entreprise. C'est pourquoi on dit oser l'entreprise. On applique à toutes nos entreprises la théorie de la performance globale. On est sûr qu'une entreprise performante, ce n'est pas qu'une entreprise qui fait du profit, mais c'est une entreprise qui, à la fois, rend service aux propriétaires, aux dirigeants, aux employés, à l'État, à tout l'écosystème. Donc
Aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nous, les jeunes du CJD, comme on prône la performance globale, c'est des outils qu'il faut pérenniser et qu'il faut enseigner à l'ensemble de l'écosystème. Alors Mamadou, si vous permettez, Monsieur John, tout à l'heure en vous présentant, j'ai dit que vous évoluiez dans le secteur de l'énergie, un secteur, je ne sais pas si c'est un lapsus, positivement impacté par la crise sanitaire, ou plutôt négativement. Positivement, comme toutes les entreprises, oui. Positivement parce que la demande est là, donc les besoins sont là. Donc c'est pour beaucoup d'entreprises qui évoluent dans le domaine de l'énergie, dans la fourniture, dans l'électrique, c'est un moyen de plus vendre certains services. Mais négativement, parce que économiquement, le pays ne suit pas, les chiffres ne suivent pas aussi. Donc, on peut dire généralement c'est négatif. En même temps, vous êtes de jeunes dirigeants, donc plus résilients, non? À l'image de vos entreprises. On est des jeunes dirigeants sénégalais, africains, donc, qui ont affronté pas mal de choses pour déjà créer son entreprise, pour faire face à beaucoup d'obstacles. On est fortement résilients. Très bien. Merci. Alors, quel est le premier acte que vous allez poser une fois que vous serez résolu à dire, voilà, nous sortons de la crise? Quel est le premier geste, le premier acte que vous posez? Il me semblait que vous, votre organisation, vous appuyez sans doute l'État dans la façon dont il perçoit la crise, mais vous n'êtes pas demandeur d'aide du point de vue justement de votre organisation. Oui, notre philosophie est que l'État, de manière générale, ne peut pas satisfaire tout le monde. L'État est assez faible pour certaines choses. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que chef d'entreprise, citoyens, on ne demande pas à chaque fois avoir des marchés. Nous voyons chaque fois qu'est-ce qu'on peut faire. Et pour vous rappeler cette année, par exemple, le CJD a travaillé à mettre en place une plateforme dédiée à l'investissement de la diaspora, www.entreprendreausénégal.org. Nous avons contribué cela à l'écosystème pour aider nos parents, nos amis sénégalais qui vivent en Europe, qui ont des racines au Sénégal, oui, donc qui ont beaucoup de connaissances, qui vivent en Europe et qui ont un capital, que ce soit financier, connaissances, expérience, pour revenir investir. Et on est parti en Europe, on a rencontré beaucoup d'associations, beaucoup de Sénégalais jeunes qui avaient soit des ressources, soit de la connaissance et qui voulaient revenir mais qui ne savaient pas comment il fallait revenir. On a lancé 2 études. On a fait une cartographie de l'ensemble des offres qui existent pour la diaspora, que ce soit étatique, que ce soit ONG, que ce soit privé, que ce soit diplomatie. En plus de cette étude, on a lancé une autre étude sur l'analyse des capacités de ces offres, pour savoir en quoi ces offres pouvaient aider ces Sénégalais-là qui voulaient revenir investir. Et à la suite de toutes ces études, nous avons lancé la plateforme Entreprendre au Sénégal pour aider celui qui n'est pas là et qui veut revenir, pour qu'il ait tous les outils, tous les moyens possibles pour revenir investir, créer des entreprises au Sénégal, augmenter les emplois, augmenter la capacité et la productivité du pays. C'est ce qu'on a contribué récemment au niveau étatique. Auparavant, nous avons fait une étude sur la notion de performance ici au Sénégal. Nous avons fait une étude parallèlement au Maroc et au Sénégal. Nous avons interrogé plus de 300 entreprises pour arriver à définir la notion de performance. Qu'est-ce qu'une entreprise performance? Est-ce qu'une entreprise qui fait des chiffres? Est-ce qu'une entreprise qui fait beaucoup d'emplois? Est-ce qu'une entreprise qui fait beaucoup de filiales et autres? C'est ça. Alors, vous les avez rencontrés, les gens de la diaspora? En majorité, ils sont jeunes, comme vous. Oui, nous en avons trouvé des jeunes. Sont-ils motivés simplement parce qu'effectivement, par nécessité, ils doivent rentrer? Ou bien sont-ils contraints de rentrer parce que simplement, à l'extérieur, c'est invivable? Non, ce n'est pas ça. En fait, les Sénégalais qu'on a rencontrés, ce sont des Sénégalais patriotiques, très attachés à leur pays. Et surtout, la crise a renforcé un peu les liens avec justement le pays. Exactement. Et surtout la crise, et toutes les crises qu'ils ont vécues avant, parce que ce n'est pas la crise du Covid. Les Sénégalais qui sont à l'extérieur, ils ont toujours voulu rentrer. Ils ont toujours voulu revenir créer de l'entreprise, créer des entreprises, mais ils se sont toujours confrontés à des problèmes d'ordre administratif, d'ordre étatique et autres. Globalement, dans quel secteur ils veulent évoluer quand ils veulent rentrer au pays? Globalement, ils veulent évoluer dans les services, l'agriculture, dans le service, dans la technologie, dans les NTIC et dans tout ce qui est services informatiques, téléphonie.
Actuellement, on est entre de 26 personnes, 26 Sénégalais qui sont répartis en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique et qui veulent revenir créer leurs entreprises dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Et ça mobilise combien de capitaux à peu près C'est un projet qu'on exécute avec l'Union européenne. Donc c'est un ensemble, eux ils ne payent pas, c'est l'Union européenne et le CJD qui ont financé ce programme. Et l'ensemble du projet, avoisine les 300 000 euros. J'ai envie de vous demander, et l'Union africaine? L'Union africaine, la BAD, on a eu à faire une étude pour la BAD bénévolement, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de projet. Oui, bénévolement. La BAD a quand même beaucoup d'argent. On ne sait pas, mais c'est une contribution de notre part pour l'Union africaine, pour la BAD et autres. C'est très bien, c'est très noble de votre part, n'est-ce pas, Momodou? La parole de la jeunesse doit être audible en ces temps de crise. Je présume que peut-être quand les premiers 26 jeunes de la diaspora seront de retour, en fondant des entreprises et en essayant peut-être de relancer la croissance, il pourrait être possible d'organiser peut-être un grand forum qui permettrait sans doute de dégager les tendances lourdes, n'est-ce pas, de l'après-crise. Effectivement, M. Ndiaye. Nous avons, en octobre passé, nous avons créé le Forum Field, le Forum pour l'investissement, pour l'entrepreneuriat et pour le développement de l'entreprise au Sénégal. Nous l'avons créé et nous l'avons lancé au King Fahd et nous avons regroupé plus de 600 entrepreneurs, plus de 600 chefs d'entreprise qui sont venus de 8 pays. Et on avait comme thème la diaspora, effectivement, parce qu'on avait invité pas mal d'associations, pas mal de Sénégalais qui sont dans la diaspora, qui veulent revenir. Et nous sommes portés comme le référent pour leur dire que c'est possible. Au CJD, plus de 50 des membres sont issus de la diaspora, ils sont venus au Sénégal créer des entreprises. Donc ces personnes-là, ces Sénégalais-là qui sont ailleurs, qui veulent revenir, nous leur montrons que voilà, si vous voulez revenir, c'est possible. Il y a des jeunes qui l'ont fait, pourquoi pas vous, c'est ça. Et nous envisageons aussi de faire la deuxième édition cette année, qui va porter sur la formation professionnelle. Pourquoi la formation professionnelle? Parce qu'au Sénégal, on commence à voir du tout dans la formation. Et en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employeur, on doit arriver à cadrer cette formation pour qu'on ait les meilleurs éléments dans nos entreprises. Est-ce qu'ils ont eu à exprimer des craintes majeures, des craintes pour rentrer au pays parce que peut-être tout n'est pas nickel, tout n'est pas bien assaini, et ensuite ils craignent peut-être aussi de vivre des mésaventures, surtout que c'est souvent le dernier coup, le dernier jackpot. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour 90% des Sénégalais qui veulent, ils ont peur. Ils ont peur parce que ils ont l'habitude de vivre déjà. Dans le pays d'accueil, ils vivent une organisation parfaite. S'ils veulent avoir un papier, c'est facile. Ici au Sénégal, ils viennent pour avoir un papier dans une mairie, c'est tout un problème. Pour avoir l'abonnement à la Sénélec, c'est tout un problème. Des services qui sont très faciles, accessibles en Europe, ils sont difficiles ici. Ils n'ont pas... Il y a aussi le problème de la formation. Comme je dis, sur les ressources humaines, il y a un problème. Tous ces problèmes et d'autres font qu'ils ont peur de revenir. Mais on les fait comprendre aussi que revenir investir dans son pays, ce n'est pas facile. Il faut qu'il y ait beaucoup de résilience, beaucoup d'endurance en plus. Tout à fait. Merci Ibrahima. Merci. Je pense que l'avenir vous est ouvert. Merci et beaucoup. les horizons sont dégagés. Merci beaucoup. Merci Momodou Ndiaye et son invité Ibrahima John qui était venu nous parler des conséquences économiques de la pandémie du coronavirus, la suite de cette totale. Avec un crayon et un bout de papier et bien entendu un brin d'imagination, on peut être en mesure de faire rêver, rire, faire pleurer, faire peur, faire sauter de joie. C'est la magie de la bande dessinée, souvent désignée 9e art. En définition, la BD est une suite de dessins étalés sur une ou plusieurs pages. Les personnages s'y expriment à l'aide de bulles de texte. L'intérêt de ce reportage de la totale est que nous avons toujours regardé des BD venus d'ailleurs, certainement à l'image de Momodou Ndiaye, et pourtant, tout en chantant comme l'autre, il en existe bien chez nous. Oussama Monique Sagna nous replonge dans le royaume de la bande dessinée Nostalgie quand tu nous tiens. Vous avez dévoré les aventures de Tintin, Lucky Luke, Astérix, Tarzan étant plus jeune, votre enfant est féru de manga. Mais connaissez-vous pour autant l'histoire de la BD en Afrique?
Beaucoup s'interrogent encore sur l'existence de la BD africaine, mais force est de reconnaître que la bande dessinée africaine est une réalité et non un mythe. Car elle se lit et se vend et sous différents formats. Vignettes dans un quotidien, planches dans un magazine, album de compilation ou album collectif. Le continent ne manque pas en effet de dessinateurs ni de scénaristes qui publient ou ont publié des œuvres méritant d'être cataloguées comme une expression authentiquement africaine. À titre d'exemple, on peut citer Raya Sawadogo du Burkina Faso, Willy Zegid Congo-Brazzaville, Marguerite Aboué Côte d'Ivoire, Didier Mada Bédé Madagascar, Massiré Tunkara du Mali, les frères Ako du Togo, Samba Fall, Tété Fonce, Sissendar, Caps du Sénégal. Pour l'auteur de la BD mythique Gorgorlou, le 9e art au Sénégal est dans une situation assez mitigée. La BD ou bande dessinée au Sénégal, disons, se porte bien. Cependant, ce qu'on peut dire est qu'il n'y a pas beaucoup de production en matière de bande dessinée au Sénégal. Ceci du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs. Certes, il y a des dessinateurs, mais il n'y a pas beaucoup d'auteurs de bande dessinée. La bande dessinée n'est pas aussi développée. Si on compare le développement de la bande dessinée à celui au niveau d'autres pays africains, tels que la RDC, la Côte d'Ivoire, le Gabon et d'autres pays, même arabes, la bande dessinée au Sénégal n'est pas aussi développée. Il est important de souligner que la bande dessinée est confrontée à de multiples difficultés qui freinent son développement et surtout son éclosion en tant qu'art et média à part entière. Il s'agit entre autres du manque de maisons d'édition spécialisées, de l'insuffisance des circuits de diffusion et de distribution, de l'absence de structure de promotion du livre en tant que produit de consommation ou de diffusion de la culture. C'est pourquoi, après la mise en place de BD Passion, l'unique bibliothèque de bande dessinée au Sénégal, sa fondatrice s'active dans un grand projet dénommé Nangadef. Eh bien, nous le regrettons vraiment beaucoup, mais nous sommes obligés d'acheter à l'extérieur. Donc nous, tout ce que vous voyez là autour a été acheté pour la plupart en France, donc, et que je fais venir ensuite par bateau. Ensuite, ici sur place, nous avons trouvé quelques auteurs qui ont pu s'auto-éditer. Côté Sénégal, nous avons Gorgorlou de Tété Fonce, et qui est évidemment excellent. Nous regrettons que ça se soit arrêté. Nous avons également une bande dessinée de Odia, mais qui date de 1988. Donc pour ce qui est de la production locale, c'est assez difficile de se procurer des bandes dessinées. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons décidé de nous lancer dans l'édition et d'éditer en fait de jeunes auteurs que nous avons rencontrés. Donc nous allons lancer dans les quelques semaines à venir un magazine qui s'appelle Nangadef et qui est un magazine destiné à des enfants de 6 à 14 ans et qui va être un magazine de pré-publication de bandes dessinées. Des solutions pour le 9e art ne manquent pas, venant de Tété Fonce. Pour développer la bande dessinée, entre autres, quand même, il faut des supports. Et donc, il y a certainement beaucoup d'autres jeunes qui sont là et qui pourraient peut-être, s'ils avaient cette opportunité aussi, développer la bande dessinée. Et j'avais l'ambition d'organiser des rencontres, pourquoi pas des expositions et appeler d'autres amis, d'autres collègues qui sont dans ce domaine-là et pouvoir promouvoir ainsi la bande dessinée. À donner à d'autres jeunes la possibilité aussi de s'exprimer à travers la bande dessinée et développer ainsi en fait cet art, ce 9e art au Sénégal. Mais je ne perds pas espoir que peut-être que ça pourra se réaliser un jour ou l'autre. La bande dessinée est bien présente en Afrique et au Sénégal, mais son éclosion se heurte à plusieurs difficultés. Oussama, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Bande dessinée et caricature, différence ou ressemblance? Déjà, c'est deux façons de s'exprimer par le dessin, mais l'un n'empêche pas l'autre parce qu'on voit des caricaturistes qui sont des dessinateurs de bandes dessinées, effectivement. Et dans le cadre de la caricature, en fait, là-bas, c'est un peu
plus comique, satirique. Donc il y a les traits qui sont exagérés et c'est une façon à l'auteur de montrer sa vision par rapport à la réalité, de la montrer ou de la critiquer. Donc c'est cette différence qui existe un petit peu et la caricature également se publie dans les quotidiens ou bien dans les périodiques par rapport à la bande dessinée. La bande dessinée, c'est un album, une compilation et ça raconte une histoire par rapport à la caricature qui est un petit peu une démonstration courte de la réalité selon ce que l'auteur veut faire pour montrer ou critiquer la réalité. Et quelle description peut-on faire de la situation de la BD au Sénégal? Déjà, la bande dessinée est élue au Sénégal, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de maison d'édition spécialisée pour la bande dessinée. Les maisons d'édition qui sont là ne veulent pas s'y aventurer. Donc, c'est pour cela la production est très lente. On voit quelques productions d'auteurs, ou bien c'est l'autoproduction qui est faite. À part cela, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de circuit de distribution pour la BD sénégalaise. Maintenant, elle existe. Nous avons des BDistes à l'image de Tété Fonce, à l'image de Odia, de Samba Fall, de Nar, de Caps. Nous en avons, mais ce qui manque, c'est des maisons d'édition. La seule maison d'édition qui de temps en temps fait de la bande dessinée, c'est l'Harmattan d'Afrique, mais les autres ne veulent pas s'y aventurer. C'était pas prévu dans notre protocole, mais je vous pose quand même la question. C'est des bandes dessinées en support physique seulement, écrit ou on en a en vidéo, par exemple? L'intérêt de la bande dessinée, c'est ça. Oui. Elle s'adapte. Oui. Donc, on peut démarrer avec de la bande dessinée sur du papier. Oui. Après, on peut faire une adaptation, soit en animation, en film d'animation. Oui. Voilà. En anime, on peut également le faire en série. C'était le cas de Gorgorlo. Gorgorlo a démarré avec du papier. Après, ça a été adapté. Et c'est Sun Sen et Gorgorlo qui l'ont interprété. Jack et Gorgorlo. Ouais. Alors, c'est du dessin certain, la bande dessinée, mais il y a tout un monde pour réaliser une BD, n'est-ce pas? Tout à fait, il y a tout un monde. Soit il y a un auteur qui s'y prend de A à Z, on appelle ça un auteur complet. Et sinon, il y a tout un groupe d'auteurs avec au moins un scénariste qui écrit l'histoire, un dessinateur qui la met en image, un coloriste qui choisit les couleurs et tout ça. Et après vient l'éditeur. L'éditeur se charge de la production et de la diffusion proprement dite. Oui, mais comment peut-on expliquer quand même qu'on n'ait qu'une seule bibliothèque de BD au Sénégal? Déjà, on n'a qu'une seule bibliothèque parce que les gens... Il y a des préjugés pour la bande dessinée parce que la plupart des gens croient que la bande dessinée n'est destinée qu'aux enfants. Donc, c'est juste une idée parce que il y a des bandes dessinées grand public. Il y a même certaines bandes dessinées que les enfants ne doivent pas regarder parce qu'il y a un langage cru, des images violentes. C'est le cas des mangas. Les mangas japonais sont classés en 3 catégories. Il y a une catégorie que les enfants ne peuvent pas voir ou regarder ou même lire parce que c'est destiné aux adultes. Mais au Sénégal, on pense que la bande dessinée n'est même pas une lecture sérieuse pour l'enfant, alors que c'est pas vrai en fait. L'enfant peut apprendre plein de choses avec la bande dessinée. Donc ça fait que les gens ne s'y intéressent pas. Déjà la lecture a perdu sa valeur, les gens ne lisent plus. Encore faire une bibliothèque destinée à la bande dessinée, beaucoup de personnes ne vont pas s'y aventurer. Non seulement une seule bibliothèque, mais pour avoir des bandes dessinées, c'est la croix et la bannière. Parce que la seule bibliothèque qui est là n'arrive pas à avoir des bandes dessinées sénégalaises. La plupart de ces bandes dessinées sont des auteurs étrangers, donc d'Europe, d'Amérique ou bien du Japon avec les mangas. Et sur les parterres, on ne trouve plus de bandes dessinées. Alors qu'avant, sur les parterres, on pouvait échanger avec quelques pièces étant enfant des revues de bandes dessinées. Donc ça, c'est les problèmes que rencontre la bande dessinée au Sénégal. Ça ne rapporte pas. Même les auteurs de bande dessinée ne vivent pas seulement de cet art. Ils font autre chose pour s'en sortir. C'est très important. Il ne faut pas négliger la bande dessinée. Ça éduque, ça cultive, ça donne de la culture générale. Tout à fait. Même les histoires que nous avons peuvent être adaptées en bande dessinée. Exactement. Très bien. Ça donne des idées. Oui. Tu as connu les Tarzan et autres là? Oui, Tarzan, un peu ancien pour moi. Tu es trop jeune, n'est-ce pas? J'ai connu quand même les Massipilami, j'ai connu plein d'autres bandes dessinées quand même, mais de moins en moins on s'intéresse, même nous-mêmes, on préfère l'avoir en film d'animation que de lire la bande dessinée. Et je suis sûr que les nostalgiques nous regardent ce soir. Merci Oussama Monique Sagna.
La totale dimanche, suite cap sur le Canada où nous accueille ce soir notre diplomate. Il s'appelle Moussa Diaw, il est journaliste, il est membre du mouvement Préférence Nationale établi à Montréal. Bonsoir Moussa Diaw. Oui, bonsoir Mamoudou, bonsoir à tous vos téléspectateurs de ITV. Moussa Diaw, la mort de George Floyd continue de dominer l'actualité internationale. Cet Afro-Américain tué par étouffement, un genou d'un policier posé sur son cou jusqu'à ce que la mort s'en suive. Il a dit avant de mourir: I can't breathe, je ne peux pas respirer. Finalement, le policier ne l'a pas entendu. Est-ce que cette mort a créé un choc au Canada? Comment elle est vue au Canada où vous vous trouvez? Oui, Mamoudou, vous me permettrez d'abord, avant tout, de vous saluer, vous, et comment dirais-je, de saluer la naissance de votre groupe de presse immédiat, et de louer quand même votre esprit d'entrepreneurship, vous et les autres promoteurs, parce qu'à chaque fois qu'une entreprise est créée au Sénégal, c'est quand même un sentiment personnel profond de satisfaction qui m'anime par rapport à toutes ces entreprises-là. Merci beaucoup. Maintenant, pour parler de la mort, pour parler de George Floyd, oui, ça crée une onde de choc au Canada. Ça occupe l'actualité actuellement. Il y a des manifestations qui se déroulent dans toutes les grandes villes. Autant à Montréal qu'à Toronto, Ottawa et autres. Et le Premier ministre du Canada a eu une posture quand même très très visible par rapport à cette actualité. Oui. Il a prôné quand même une grande réflexion pour arriver à des réformes. Et il a reconnu quand même l'existence d'un racisme systémique au Canada. Au Canada même, il a reconnu un racisme systémique au Canada. Oui, il a reconnu. Oui, absolument. Et que pense-t-il? Oui, allez-y. Il a reconnu exactement qu'il y a un racisme systémique. Vous savez, le racisme oui, mais que pense-t-il de ce qui s'est passé chez le voisin américain, cette affaire George Floyd, lui, Justin Trudeau? Ce qu'il pense, c'est qu'effectivement, les communautés noires sont victimes de ce racisme systémique, mais qu'il faudrait engager des réformes partout. Bien entendu, de façon diplomatique, il ne peut pas lancer directement les États-Unis. Vous connaissez les relations commerciales qu'il y a entre les deux. Mais à son niveau ici, au niveau du Canada, il a promis des réformes. Il a posé un genou par terre à Ottawa vendredi pour dire pardon. Mais également, il a suggéré que des réformes soient faites au niveau des polices, au niveau de la police, au niveau même de la société, de grandes réformes pour que les jeunes noirs aient les mêmes chances d'égalité que les autres dans la société où ils vivent. Donc c'est actuel, ça bouscule toute l'actualité, ça relègue même un peu le Covid-19 en second plan. Et les gens effectivement, il y a de grands débats qui se font dans les médias pour dire comment faire pour que en 2020, qu'on n'ait plus ce racisme-là dont souffrent les Noirs à travers le monde. Vous avez dit relations commerciales fortes, c'est vrai, entre le Canada et le grand frère américain, mais relations même sportives, parce qu'il y a une des Coupes du Monde à venir qui sera organisée ou co-organisée par les deux pays. On sait que les occasions de rassemblement, surtout sportifs, c'est également des risques de débordement, surtout quand la question raciale s'en mêle. Comment tout cela est aujourd'hui envisagé? Écoutez, aujourd'hui, les États-Unis et le Canada, c'est quand même les deux plus gros partenaires commerciaux au monde. Donc tout ce qui touche les États-Unis le matin, écoute, à l'heure qui suit, ça touche le Canada. Donc actuellement, la crise est pendante aux États-Unis, plus particulièrement. Le Canada fait dans l'anticipation pour élaborer un certain nombre de réformes au niveau des municipalités qui gèrent les polices, mais il regarde d'un œil extrêmement intéressant et intéressé ce qui se passe aux États-Unis. Vous savez, la discrimination raciale, elle est historique aux États-Unis. C'est le fondement même de la brutalité policière américaine quand même à l'égard des Noirs. Bien entendu, les États-Unis ont eu un président noir, en l'occurrence Barack Obama, même si certains disent que ça a été une parenthèse. Donc,
sa présidence, mais plus profondément, pour aller plus dans le fond, c'est pas le président qui impulse ces réformes. Les polices aux États-Unis et au Canada sont des polices de ressort municipal. Ce sont les municipalités qui gèrent la police. Il y a quand même des forces étatiques ou provinciales, mais c'est plus les municipalités. Maintenant, il faut des réformes, c'est sûr, et l'ampleur de la mort de George Floyd, quand même cette ampleur qui est allée jusqu'en Australie, au Japon, en Angleterre, en France et partout, ça réveille quelque chose qui est là, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'humanité, donc les populations noires, souffrent d'un racisme, surtout dans les pays occidentaux. Alors, il faut bien à un moment donné arrêter cette rupture d'égalité de ces citoyens et que tous partent sur une même base. Oui. Le racisme il est présent partout. Oui, partout, et il réveille les bas instincts. D'où la responsabilité qui incombe à toutes les communautés de prendre en charge sérieusement cette question. Les communautés comme les dirigeants. Mais c'est ça. Vous savez, tuer une personne de façon délibérée comme ça, et vraiment de façon froide, ça fait peur et ça fait mal à tout le monde. Ouais. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on attendait également, c'est la réaction quand même des présidents et chefs d'État africains. Parce que quoi qu'on dise, les Afro-Américains, quand même, ont des liens très très profonds avec le continent africain. Donc, bien entendu, les dirigeants africains sont attendus également sur ce terrain, d'autant plus que, comme le caricaturent certains, ils ont été Charlie, mais cette fois-ci, ils ne sont pas Floyd. On se pose certaines questions par rapport à ça. Pourquoi l'attitude des dirigeants africains? Quoique, l'Union africaine avec Mohamed Faki, et ils ont condamné ça, mais on n'a pas entendu ni Alassane Ouattara, ni Macky Sall, ou bien Ali Bongo, ou bien d'autres et d'autres. C'est-à-dire qu'ils devaient prendre position par rapport aux afro-descendants. Moussa Diaw, c'est une crise globale. Oui. C'est une crise globale, Mamoudou, et je pense que les jours qui viennent nous édificieront beaucoup parce que avec la marche qu'il y a eu à Washington, je veux dire, et les élections américaines à venir, il y aura certainement des choses qui vont bouger du point de vue des États-Unis, du Canada, de la France, de l'Angleterre et partout ailleurs. Moussa Diaw, vous disiez tout à l'heure que cette affaire George Floyd a un peu éclipsé l'actualité relative à la pandémie du coronavirus, mais parlons quand même de cette maladie, de sa gestion en Afrique. On est loin de la catastrophe annoncée, il faut le dire quand même, pour le continent africain. Quelle perspective, parce que vous avez récemment signé une tribune, quelle perspective vous entrevoyez, vous, pour l'Afrique? Oui, Mamoudou, écoutez, moi, on va toucher du bois. Il y a certains qui ont voulu quand même, ou souhaiter quelque part que la pandémie soit plus virulente en Afrique. On va toucher du bois. Nous n'avons pas la crise sanitaire qu'on nous prédisait, mais nous avons une crise économique. Et ça, il faut le dire. Il n'y a pas beaucoup de morts comme l'OMS ou certains le prédisaient pour le continent africain. Touchons du bois pour le moment et continuons les mesures barrières. Mais il faut se pencher sur la crise économique qui est latente, cette crise économique qui est conséquente à la crise sanitaire. L'Afrique a eu beaucoup de ressources dans le temps par rapport à l'Ebola, par rapport au paludisme. Donc l'Afrique a ses ressorts pour faire face à ce type de maladies. Mais qu'est-ce qui est latent? Ce qui est latent, c'est la crise économique. Aujourd'hui, j'ai suivi dans vos éditions tantôt, on sait que l'hôtellerie et le tourisme, par exemple, représentent 10% du PIB du Sénégal. Si les hôtels sont fermés, les restaurants fermés, ça se ressent automatiquement. Oui. D'un autre côté, qu'est-ce qu'il faut maintenant? La crise doit éveiller chez les peuples africains, chez les dirigeants africains, cette volonté maintenant de se dire que le monde étant ce qu'il est, essayons de trouver des ressources et des leviers pour un développement endogène. Alors, je faisais allusion à votre tribune tout à l'heure. Vous écrivez dans cette tribune que l'agriculture du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Libéria peut nourrir les 300 millions ouest-africains et même au-delà. Oui, absolument.
Si vous prenez... Alors, je me suis dit qu'il faut analyser les choses dans des sous-ensembles. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Libéria, c'est des pays agricoles. Si ces pays développaient dans une sorte de confédération une politique agricole commune, ces pays pourraient nourrir plus de 300 millions d'Ouest africains. Il suffit d'une volonté politique. Que les États africains ne se mettent pas à attendre de l'extérieur des solutions à leurs problèmes. Mais il faut trouver ces solutions en interne, des solutions domestiques pour qu'une agriculture intégrée entre ces 4 pays que je viens de citer, ça fait 80 millions de personnes, mais ils peuvent nourrir 300 millions de personnes. Alors, c'est ce genre de réflexion que nous devons avoir en Afrique. La pandémie doit réveiller en nous. La pandémie doit réveiller en nous cette volonté de se dire, ok, nous sommes des Africains, nous sommes liés par les territoires, par l'histoire et tout, nous sommes de petits pays. Face à des géants, nous ne pouvons rien faire, mais quand on se met ensemble, nous pouvons faire face. C'est le cas du Sénégal, de la Guinée, du Mali, de la Gambie, des peuples communs, mais qui devraient, par une volonté politique, se mettre ensemble pour régler leurs problèmes structurels ensemble. Il ne faut pas attendre que la France vienne régler le problème du Sénégal ou du Mali. Non, aucun pays ne réglera le problème d'un autre. C'est à nous-mêmes, Africains, de prendre en charge proprement notre économie, d'arriver à la souveraineté économique de l'Afrique. Moussa Diaw, on va terminer cette entrevue. Oui, on va terminer rapidement cet entretien pour parler d'un autre sujet, mais tout ça semble lié au fond. Du CFA à l'éco pour parler de la question monétaire, la révolution aura-t-elle lieu de votre point de vue et vous en profiterez pour nous parler de votre mouvement Préférence nationale? Oui, Mamadou, la révolution, elle aura forcément lieu. Le CFA est une aberration parce que la monnaie est un instrument de souveraineté nationale. On ne peut pas, c'est comme l'armée, on ne peut pas confier sa souveraineté à un autre pays. Donc le CFA a toujours été une aberration coloniale. Aujourd'hui, elle disparaît, ou du moins elle disparaît au profit de l'écho. Mais quel écho? L'écho de Macron et de Ouattara. Ce n'est pas l'attente des peuples africains. Vous savez, à travers le continent africain, de plus en plus, il y a une conscientisation vis-à-vis de cette monnaie. 15 pays qui donnent toute leur économie, toute leur souveraineté à un seul pays, ceci est appelé à disparaître. Bon, bien entendu, aujourd'hui, on nous parle de l'écho, mais la version Ouattara et Macron, c'est-à-dire la version française, avec quelques réformettes, non, il faudrait appeler très rapidement à dépasser l'écho français pour arriver à un écho ouest-africain piloté par la CEDEAO et l'UEMOA. Pourquoi Nous nous inscrivons toujours dans ça, et c'est pourquoi, effectivement, ça me permet de parler tout de suite. Pourquoi votre mouvement Préférence nationale? Ben oui, parce que la préférence nationale est une souveraineté économique. La préférence nationale, elle mène à la souveraineté économique. C'est quelque chose que tous les grands pays du monde pratiquent, mais sans le dire ainsi par le nom. Il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. On a parlé du Canada et des États-Unis. Il y a eu récemment, au début de la pandémie, une polémique entre le Canada et les États-Unis concernant des masques. Parce que Donald Trump disait qu'une usine américaine qui fabrique des masques, ces masques doivent d'abord servir aux Américains avant d'être exportés aux Canadiens. Je peux vous en sortir des milliers. Tous les grands pays, que ce soit la Chine, la France ou l'Angleterre ou les États-Unis, pratiquent la préférence nationale. La préférence nationale, c'est quoi d'abord? C'est de se dire, ok, quand nous avons des ressources en interne, en tant que Sénégalais, faisons profiter aux entreprises sénégalaises d'abord avec ces ressources pour constituer une économie qui ne soit pas extravertie. Parce que notre économie... Mais tout en ne signifiant pas le rejet de l'étranger aussi, non? Non, c'est pas le rejet, non. Les deux peuvent être conciliés. Non, c'est très conciliable. Écoutez, si vous avez, par exemple, l'école politique de Thiès, excusez-moi, vous avez l'école politique de Thiès, vous avez l'ESP de Dakar, vous voulez construire des lampadaires solaires, mais pourquoi confier ça, bon Dieu, à une entreprise, une jeune entreprise française, un marché de 57 milliards, quand on sait qu'on pouvait développer entre l'ESP et l'EPT, comment dire, une industrie sur ces lampadaires solaires. Moussa Diaw, merci.
Oui, très bien. Je pense qu'on a compris le fond de votre pensée. On est rattrapé par le temps. Moussa Diaw, je rappelle que vous êtes membre du mouvement Préférence nationale. Vous êtes journaliste et vous vous intéressez beaucoup aux questions économiques. Vous vivez actuellement au Canada. Merci d'avoir été le diplomate de ce soir. La mort de George Floyd, nous en reparlons. Le drame continue de rivaliser avec le Covid-19 en termes de médiatisation. L'Afro-Américain de 46 ans a été tué le 25 mai dernier, journée de l'Afrique, par un policier aux États-Unis. Il s'agit là donc de la énième bavure policière dont les Noirs sont les plus grandes victimes. Racisme, inégalité, injustice, des sentiments qui n'ont jamais pris de congé en Amérique. Omar Khan nous raconte une des tranches de vie de cette couche qui représente pourtant 13% de la population américaine. Regardez. La vidéo a fait le tour du monde et les réactions n'ont pas tardé. Ce meurtre présumé de George Floyd est la énième bavure policière dont est victime un noir aux États-Unis. Il est estimé que chaque année ici aux États-Unis, surtout ici en 2020, il y a eu 1000 personnes assassinées par la police. Et parmi ces 1000 personnes, une très forte majorité est constituée de Noirs. Je n'ai pas besoin de faire toute la liste de juste ces 2 dernières années. Il y a eu plus de 10 assassinats de Noirs qui ont été médiatisés ici aux États-Unis. Injustice et inégalité dans presque tous les secteurs d'activité. Si vous prenez par exemple les choses sur un plan économique, le revenu moins annuel d'une famille blanche est égal au revenu moins de 11 familles noires. Les Noirs n'ont pas accès à l'éducation, les Noirs n'ont pas accès au logement, les Noirs n'ont pas accès à l'emploi. Pour autant, l'arrivée de Donald Trump a-t-elle exacerbé le racisme au pays de l'oncle Sam? Je crois que Donald Trump n'a pas seulement exacerbé le sentiment anti-noir aux États-Unis, je crois qu'il est le président le plus dangereux que les États-Unis aient eu de son histoire. Donald Trump est le seul président qui ait violé les fondements même de la Constitution américaine. Donald Trump n'a pas contribué à réveiller les démons du racisme. Ça ne s'est jamais arrêté. Première réponse, c'est que sous Obama, on se rappelle encore le jeune Freddie Gray à Baltimore, mort, et la police avait dit qu'il s'est cogné la tête contre le fourgon. Et ça avait déclenché des révoltes monumentales, des pillages à Baltimore. Et avant Obama, d'autres. Qui se rappelle encore d'un jeune Guinéen qui s'appelait Amadou Diallo en 1999. C'était bien avant le mouvement Black Lives Matter. Amadou Diallo a été criblé de plus de 40 balles dans la peau parce que la police de New York à l'époque l'avait pris pour un vendeur de drogue. Résultat, ils ont été acquittés. Et que je peux continuer, la liste peut continuer sous Obama, sous Clinton, sous George Bush le fils, sous George Bush le père, depuis même tout le temps. Le procureur enquêtant sur la mort de George Floyd à Minneapolis a requalifié ce mercredi les faits en homicide volontaire, inculpant de meurtre non prémédité le policier qui a asphyxié George Floyd et les autres agents de complicité. Quel est l'animal que le Sénégalais aime le plus? Vous êtes sans doute nombreux à répondre le mouton, surtout que la Tabaski n'est plus très loin. Le mouton, parlons donc, l'animal est l'ami de nos mauvaises herbes, mais aussi le compagnon de nos assiettes.
En ville comme en campagne, le mammifère fait partie intégrante de notre environnement. Alors cette semaine, Kessen et son caméraman Augustin sont allés à la rencontre du haut du panier de ceux que l'on croise rarement sur le bord des routes, les ladoum. Noblesse oblige, reportage. Dans la famille mouton, je demande le ladoum. Cet ovin fait partie des races les plus appréciées au Sénégal. Aussi appelé mouton des villes, sa rareté est due au fait qu'il soit élevé en milieu citadin, sur nos terrasses ou encore dans nos cours, mais aussi aux fréquents vols de bétail. C'est une race améliorée qui est venue ici au Sénégal, du fait aussi de certains moutons qui viennent de la sous-région, du Niger, du Mali. Il y a quand même des critères et des caractères qui sont assez marquants. Par exemple, un ladoum, souvent, il a la tête un peu courbée. Et il y a aussi la queue un peu long. Il peut devenir élancé. Le plus grand mâle ladoum ici au Sénégal actuellement, il mesure 120 cm avec une longueur cervico-sacrale quand même assez importante. Ce n'est pas une race pure ladoum, c'est une race améliorée. C'est pourquoi les caractéristiques peuvent différer au niveau même des sabots, des cornes, de la couleur des yeux, la longueur de la queue, du pelage et tout. Pour que le ladoum reste en bonne santé, il faut le nourrir et là encore, la taille a son importance. Même si ce mouton des villes ne connaît pas les verts pâturages, à la bergerie Mbatal, on met un point d'honneur à le rassasier. Comme ça grandit beaucoup plus vite et l'envergure est beaucoup plus importante, forcément ça mange plus que les autres animaux. Leur alimentation de base, c'est surtout les aliments industriels, les grains de céréales, voilà. Et sans oublier aussi le foin. Par exemple, le foin, quand ils le mangent, au bout de quelques temps, après ils vont ruminer ça. Ça fait partie du processus de digestion. Plus gros, plus beau, mais donc aussi plus cher à nourrir. Le coût de l'élevage des ladoum est en partie responsable du prix élevé des bêtes. Car si ces moutons vivent en moyenne 8 ans, leur croissance rapide leur permet d'être consommés à partir de l'âge de 5 mois. En 2 ans, la brebis peut mettre bas 3 fois. La gestation, ça dure 5 mois. 5 mois, ils peuvent allaiter jusqu'à 3 à 4 mois. Les bébés naissent petits, mais c'est leur patrimoine génétique qui fait qu'ils ont une longueur d'avance par rapport aux autres moutons. Le ladoum grandit beaucoup plus vite, parce qu'à 14 mois, on dit qu'ils sont encore espoirs, et à 18 mois, on dit qu'ils sont maintenant adultes. Adultes, espoirs ou encore dans l'enfance, leur beauté ou leur jeunesse ne freinent pas les ardeurs des acheteurs. Certains sont même prêts à dépenser jusqu'à 10 millions pour accueillir le mâle reproducteur qui améliorera l'ADN de leur troupeau. Des cornes ce soir. Alors bonsoir Kessen. Bonsoir Mamoudou. Certains moutons justement ont des cornes, d'autres pas. Comment ça se fait? En fait, en ce qui concerne le ladoum, c'est tout simplement parce que c'est une race améliorée. Donc de ce fait, ils n'ont pas tous exactement les mêmes caractéristiques. Certaines des caractéristiques voulues par les éleveurs se transmettent à la reproduction, mais il y a des petits manquements. Ce qui veut dire que quand même à l'achat, les éleveurs préfèrent une bête avec des cornes, c'est plus esthétique. Mais tous n'en ont pas. Certains naissent avec cette petite anomalie. Ils n'ont pas de cornes ou ils en ont qu'une. En revanche, pour faciliter et le rendre nettement plus attrayant aux yeux des acheteurs, en général, on décolle légèrement leurs cornes à l'âge de 3 ou 4 mois, ce qui permet après de favoriser le développement. Les cornes, c'est de la kératine. Et si on décolle un petit peu cette kératine du crâne de l'animal, par la suite, les cornes seront plus longues, donc plus recourbées et l'animal plus beau. Alors, race améliorée, le ladoum, hein, ça veut dire qu'on ne peut pas en trouver dans la nature?
Maintenant, en fait, à vrai dire, ce sont des animaux qui n'ont jamais vu un champ, un pré, qui sont nés, la race en elle-même est née en ville. Alors certains disent que le ladoum serait venu d'une région mauritanienne habitée par la tribu Ladem, d'où le nom ladoum. Mais là encore, c'est pas sûr du tout. D'autres estiment que la race, elle, provient du Sénégal et que c'est un croisement entre une race locale Touabir et la race Maure, et ce croisement aurait eu lieu pour la première fois dans les années 70. Métissage. Exactement. Les métissages voulus et travaillés. Oui, c'est beau, le métissage. Pourquoi chercher à améliorer la race ladoum? Eh bien, aujourd'hui, les éleveurs et même les organisations d'éleveurs au Sénégal cherchent à labelliser cette race ladoum dans le but de l'exporter. On le sait, c'est un animal qui a une chair qui est très bonne. Donc à la consommation, il est extrêmement prisé, mais il est également prisé pour ses caractéristiques physiques. L'éleveur en parlait, il est plus grand, son envergure est nettement plus importante que celle des autres moutons, et le Sénégal gagnerait à pouvoir montrer cet animal, que ce soit en compétition ou pour la viande, donc à l'exporter, que ce soit en Europe, sur le reste du continent, en Asie, partout, on le sait, dans tous les pays musulmans notamment, on fait la tabaski. Et bien peut-être qu'en Chine, en Inde ou n'importe où, même plus proche que ça, au Burkina, peut-être qu'un jour les gens, si on y parvient, mangeront du ladoum sénégalais. Et surtout que ça rapporte beaucoup d'argent. Effectivement. C'est une vraie industrie qu'on pourrait avoir sur la base de... Oui, il faut savoir qu'un fœtus, donc qui n'est même pas encore né, coûte 300 000 francs, peut aller jusqu'à 300 000 francs. Et certains éleveurs sont prêts, certains acheteurs, sont prêts à payer les bêtes à prix d'or pour la consommation, mais également pour créer ce label et donc améliorer cette race qui est déjà améliorée, mais travailler les caractéristiques sans cesse, d'année en année. Certains éleveurs achètent des bêtes seulement pour pouvoir travailler ces caractéristiques, que ce soit la taille des cornes, l'aspect du pelage ou encore les sabots. Tout ça, voilà pourquoi on cherche à labelliser cette race ladoum. Et sans verser dans du n'importe quoi, on a vu avec le coronavirus... l'animal peut être source aussi de propagation de certaines maladies. Effectivement, ça c'est les animaux en général. C'est favorisé avec les animaux carnivores, c'est pour ça que l'homme en consomme très peu. Si vous réfléchissez, on mange du mouton, du poulet. Le poulet qui est omnivore, mais en principe on mange plus des poulets d'élevage qui donc sont nourris aux graines. Et pour le mouton, en l'occurrence, on l'a vu, tous les animaux ne sont pas vecteurs de coronavirus pour l'homme, et on peut rassurer tous les Sénégalais. Jusqu'à présent, il n'a pas été prouvé que le mouton, qu'il soit ladoum, touabir ou autre, puisse transmettre le coronavirus à l'être humain. La tabaski est donc sauve pour cette année. Rassuré que tu es revenu de ton reportage Saine et sauve aussi. Exactement. Et tu as su dompter ces cornes-là sans aucun risque. Non, ce sont vous connaissez les moutons, ce sont des animaux certes impressionnants, surtout quand ils vous arrivent là, mais à côté de ça, pas du tout agressifs. Ce sont des animaux très grégaires, donc qui restent ensemble, qui ont tendance à fuir. Si l'un a peur, il s'en va et tous les autres prennent sa suite. Mais à côté de ça, ils sont également très affectueux. Ils recherchaient sans cesse des caresses. Et à la rigueur, s'ils avaient pu me donner un coup de corne, ils ont essayé. Mais c'était plutôt pour m'inviter à recommencer à les caresser, parce que je m'étais arrêtée pour discuter soit avec l'éleveur, soit regarder aux alentours. L'éleveur élève aussi des pigeons. C'est l'occasion de m'y intéresser. Très bien. Kessendour, l'ami des animaux. Exactement. Merci, la semaine prochaine. Avec plaisir. On se retrouve dans la totale dimanche. On a terminé ce soir avec beaucoup de noblesse, le ladoum. La totale, la noblesse de l'information. Demain, à partir de 18h30, Khalifa Diakhaté. Et puis, merci à Khalifa d'ailleurs, qui a assuré la rédaction en chef de cette édition, en compagnie de Oumar Khan, Masmoup à la réalisation et toute l'équipe technique, ainsi que tous les journalistes qui ont rendu possible la réalisation de ce magazine. La suite de vos programmes avec votre nouvelle émission télé-réalité City Mousso, avec de jeunes dames que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure. Et un peu plus tard dans la soirée, Gam Gamle avec El Haj Ngagne Diagne. Bonsoir, excellente semaine.